Ce film a pour titre « Regard de femme ». Regard et femme au pluriel. On y découvre Najat Essadiki, jeune femme aux cheveux noirs et frisés, habillée ce jour-là d'une jupe droite, grise, et d'un corsage saillant, de couleur brique, qui met en valeur sa poitrine. Oh Seigneur, tu es l'être le plus inhumain que j'ai jamais connu. Mais comment peux-tu être aussi cruel? Un homme merveilleux a disparu. Victor Newman n'est plus parmi nous. Mais je peux peut-être vous aider. Oh mon Dieu, non. C'est affreux, oh Victor. J'interromps notre programme pour vous communiquer une dépêche qui vient de tomber. Victor Newman, le célèbre industriel de Genoa City, est dans un... Alors, moi, je suis née au Maroc, à Casablanca. Et j'ai vu jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ensuite, ça a été un petit peu le drame pour toute la famille. Parce que j'ai perdu la vue à ce moment-là. Donc, je n'y voyais plus rien à l'âge de 2 ans. Et à ce moment-là, mes parents ont mal accepté, mal pris la chose. Et je suis devenue un peu la petite fille qui comptait plus. Un petit peu une croix qu'on porte, un petit peu la honte de la famille, en fait, qu'on cache aux étrangers. Donc, ça a été un petit peu dur. Mais bon, ça m'a fortifiée quelque part parce que j'ai toujours eu envie de m'en sortir. Et je dois dire que tout a été mieux lorsque je suis rentrée à l'école. J'avais en fait la rage d'apprendre. Donc, lorsque je suis arrivée à l'école et que j'ai vu, parce que c'était une école spécialisée, donc j'ai vu qu'il y avait d'autres enfants aveugles comme moi qui vivaient leur vie d'enfant, que personne n'avait honte d'eux, tout le monde était heureux en fait de qu'ils soient là. Donc ça m'a donné envie d'apprendre, envie de redevenir une petite fille, parce que c'est vrai que quand on a des problèmes avec sa famille, tout ça, on mûrit très très vite. Moi j'ai compris très très tôt que il y avait des choses que... J'ai compris très très tôt, par exemple, que je ne devais pas me plaindre. Même si, vous savez, les enfants, souvent, ils ont un petit bobo, c'est maman, tout ça. Moi, j'avais compris très très vite que, c'était pas la peine, quoi. Moi, le bobo, je l'ai eu tout le temps. Donc, ça passe plus. Je pouvais pas, j'avais pas le droit d'immobiliser l'attention de ma mère, en fait. Enfin, je me donnais pas ce droit-là, parce qu'on m'avait fait comprendre que, que c'était comme ça, que moi j'avais un trop gros problème et que ça gênait trop la famille en fait. Donc, et quand j'ai vu autant de petits-enfants comme moi qui avaient la joie de vivre, et c'est vrai que j'y ai cru et j'ai eu envie d'apprendre, et j'ai eu encore plus envie de dire à ma mère, regarde, un jour j'y arriverai et un jour tu diras que j'ai réussi. Donc... Maudie Pio est une femme d'une 50aine d'années, grande, élégante, qui marche d'un pas rapide. Elle porte un manteau de daim noir. Bien, mon grand chien, c'est bien. C'est bien. Alors, depuis que j'ai le chien, je trouve que ça m'a beaucoup aidé au point de vue de la féminité. Parce que monsieur le chien étant très beau, eh bien moi j'ai envie aussi de plaire, de séduire. Beaucoup de personnes me parlent.
Et je trouve que le contact avec les gens, et même en tant que femme, et c'est beaucoup amélioré ou facilité depuis que j'ai Loxley. J'ai envie d'être belle et qu'on ait tous les deux très bonne allure. Bonjour, ça va? Non, mais c'est pas la Oh, tu grognes aujourd'hui, dis donc. Tiens, ça fait. Alors le café est très souvent fait, ce qui me rend très grand service. Je suis rentrée ici, ça fait presque maintenant, j'ai pensé tout à l'heure, 18 ans, je suis rentrée en 1977-78. Et quand je suis arrivée ici, bien personne ne pouvait se douter que je n'y voyais pas. D'abord parce que je ne l'ai pas dit, ce qui est une grande caractéristique des personnes qui perdent la vue. C'est que je désirais tellement être embauchée comme psychothérapeute dans la fonction publique, je venais du privé, que je n'ai absolument dit à personne que j'avais un déficit visuel, si bien qu'au départ, ça a été assez mal vécu par ma faute, j'allais dire, parce que je n'ai pas pu l'expliquer. Les gens se demandaient pourquoi de temps en temps je me cognais. Et au lieu de dire, excusez-moi, c'est parce que je n'y vois pas très bien que ma vue est en train de baisser, je n'ai absolument rien dit pendant des années. Et je pense qu'avec les enfants que j'ai en psychothérapie et avec les parents, pour moi, à l'heure actuelle, je dirais que ça ne me pose aucun problème. Dans la mesure où les enfants qui dessinent, puisqu'on est en psychothérapie, les enfants font beaucoup de dessins, eh bien je demande à l'enfant, raconte-moi ton dessin. C'est au fond comme s'ils me racontaient un rêve. Quand les patients adultes vous racontent un rêve, eh bien, ils le font avec des mots. Et l'enfant fait son dessin et il me raconte son dessin. Alors s'il ne me le raconte pas exactement de la manière dont il l'a dessiné, moi je me dis que cela n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est le signifiant qu'il est en train de me donner à entendre. Et ça me permet donc de faire un travail de psychothérapeute et de psychanalyste. Je ne me sens pas du tout une thérapeute au rabais, au contraire, parce que j'ai la sensation que même si mes yeux ne voient pas tout, mon corps voit et entend beaucoup de choses. Quand j'ai eu le chien, tu te souviens, Christophe, ce que tu m'as dit quand Loxley est arrivé? Est-ce que tu te rappelles? Non. Tu m'as dit, tiens, voilà tes yeux. Tu ne te souviens pas? Parce que toi, tu t'étais aperçu que je n'y voyais pas très bien. Tu as fini? Tiens, voilà. Alors, tu me le racontes, ton dessin, Christophe? Est-ce qu'il est dans le bon sens, là? Oui. Oui, alors? Le chalet de Moffan. Oui. Là, c'est la route. Oui. Là, c'est les arbres. Oui, alors dis-moi où est-ce qu'elle va, cette route? Elle va juste au pont où on se gare. Oui, mais où est-ce que, pour toi, cette route-là, où est-ce qu'elle pourrait aller pour toi? Dans les maisons, dans les rues, partout ils ont fermé les yeux. Ils ont perdu la clé de leurs paupières. Une aile noire est tombée sur la ville. Une aile noire, crépitante. Lourde, comme une pierre de colère. Essaye de décoordonner tes pieds du texte. D'accord? Et d'accepter de te perdre. Hein? Au lieu d'être toujours motrice, d'accepter l'errance, quoi. Tu risquerais d'aller te buter dans la fenêtre. Une aile noire. Claire Bartoli est une femme aux cheveux courts et bruns. Pour la répétition de son nouveau spectacle, elle a mis un pull rouge sous une salopette en jean. Lourde comme une pierre de colère. Nous voyons tout, nous entendons tout, nous savons tout. Je donne pas mal de spectacles de contes. Bon, et c'est vrai que j'ai pas de statut de non-voyante parce que, bon, des fois les gens le savent. Bon, sur ma petite plaquette, il y a une phrase qui le dit, comme ça. C'est de l'errance. Bon, ni je le cache, ni je le dis en premier, quoi. C'est là, les gens le prennent. Et ça se passe très bien. Moi, je travaille principalement avec des gens qui voient. Je travaille avec des musiciens, je travaille avec des fois une chanteuse. Là, je viens de monter un spectacle avec un danseur. Donc, je travaille toujours avec des gens qui voient. Et en musique, en langue et en slavie.
Bah là, en ce moment, j'essaie de travailler sur un nouveau spectacle de contes. Et donc je mélange un peu des histoires, donc je m'inspire d'histoires que j'ai parfois sur cassette parce que j'ai fait enregistrer certains contes, certains livres de nouvelles aussi sur cassette. Et donc après moi je reprends des personnages, je remélange un peu des histoires et là donc je fais un peu un travail d'écriture où j'essaie d'organiser un peu une trame de ce spectacle, quoi. Alors, est-ce qu'il est ce petit là? Allô? Oui. Ah! Ouais, ça va. Où est-ce que tu es là? Je peux pas te rappeler parce que je suis en train de faire un petit tournage là pour la télévision, pour un documentaire. Oui, chez moi. Alors, t'es où? T'es en tournage? En tournée? Ah, d'accord. Tu veux qu'on se rencontre? Maudit se tient debout devant une glace. Le jour où j'avais une réunion importante, je me suis dit avant de partir, je vais aller me remaquiller. Et je me suis mise devant la glace. Alors, je ne sais pas ce jour-là si j'étais plus attentive à moi-même ou si j'étais plus déprimée. Je me suis aperçue que je voyais une masse dans la glace et que je ne me voyais plus, que je ne voyais plus ma bouche, que je ne voyais plus mon nez, que je ne voyais plus mes yeux. Et j'ai été prise d'une sensation d'angoisse absolument terrible en me disant, mais alors, où je suis? Où je suis? Alors, j'ai touché la glace, hein, et je voyais toujours une espèce de masse floue en face de moi. Je me suis touchée, je ne voyais pas ma main qui touchait mon visage. Et là, vraiment, je me suis dit, ça y est, voilà, maintenant, ça remonte à 3-4 ans, cette histoire-là. Et je me suis dit, ça y est, maintenant, ça y est, je suis vraiment tombée dans la nuit, vraiment, j'y vois plus. Et l'angoisse a monté, a monté, a monté. Je ne pouvais pas détacher mon regard de la glace. Je voulais absolument me voir. Alors, je me disais, j'ai les yeux bleus. J'ai retiré mes lunettes, je me suis regardée, je me suis approchée. Je me disais, mais bon, il n'y avait rien à faire. Donc, je touchais tout mon visage. Et j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était fini, que je ne me verrais plus jamais, que je n'aurais une image de moi que dans mon souvenir ou que dans ce que pourraient m'en dire les autres. Et en fin de compte, les autres, ils ne me disent pas grand-chose de mon visage. Pas mal, ça. C'est quelle couleur, celui-là? Bleu, corail et doré. Ça sort assez? Ah oui, ça ressort bien, là, oui. Voilà. Voilà, c'est ça là que je voulais mettre. Merci. Voilà. D'accord. Ça va comme ça? Très bien, merci beaucoup. Je peux voir d'abord. Très bien pour la journée. Voilà. Bien, alors je vais faire cette valise parce que nous partons au Venezuela vendredi matin et moi, j'adore les voyages. Et d'ailleurs, quand on perd la vue, je trouve que les 3 choses les plus douloureuses à perdre, c'est le visage de ses enfants, c'est la lecture et c'est la perte des paysages que l'on peut voir avec ses yeux. Bon alors, même si c'est moi qui n'y vois pas, c'est moi qui fais la valise et qui mets les affaires de mon mari dans la valise. Il a horreur de faire les valises. Donc, Alain se moque de moi. J'ai toujours des tas de vêtements différents parce que selon les moments, bien, j'aime bien avoir une jupe ou un chemisier ou un t-shirt qui va correspondre à ce que je vais faire dans ma journée. Et la féminité, c'est même si on perd la vue, eh bien, c'est pouvoir garder une certaine douceur de vivre. Et c'est pas toujours facile parce qu'il faut qu'on lutte tout le temps, hein. Rien n'est facile. Là, quand je fais ma valise, je ne vois pas ce que je mets dans la valise, mais je le sens. Donc ça, je pense que par exemple, c'est à Alain et je me dis ça doit être son pyjama ou un t-shirt. Enfin, ça ressemble bien. Quand j'ai rencontré Alain, je lui ai tout de suite dit, tu sais Alain, à 30 ans, l'ophtalmo m'a dit que je serais aveugle. Je lui ai expliqué la maladie que j'avais, je lui ai expliqué que c'était génétique et héréditaire, donc si nous désirions des enfants
Ben bon, il faudrait aussi également se poser la question de ce désir à ce moment-là. Et Alain a tout de suite... comment dire, il a été très délicat, très attentif, mais ça n'a jamais été quelque chose qui est venu au-devant de la scène. Je l'ai rencontré à une réunion et on s'est trouvé qu'on était logés quasiment à côté et je ne le connaissais pas et je lui ai dit « Est-ce que je peux prendre votre bras pour me guider ?» Et c'est vrai que cet échange corporel qui s'est tout de suite instauré, et là je crois que c'était vraiment de la séduction parce que je pense qu'à l'époque, je peux encore me déplacer toute seule, je ne sais pas, eh bien, a fait qu'on a eu un contact extrêmement chaleureux tout de suite et que, on a bâti et construit notre vie ensemble. N'empêche, c'est que ce que je pense profondément, c'est que le fait de perdre la vue, qu'on est beaucoup moins pris dans le champ de séduction naturelle et du quotidien que vivent les femmes au quotidien. Je pense qu'on est quand même exclu d'une certaine séduction qui est, j'allais dire, quotidienne, une séduction basique. Je pense qu'on passe d'une position de séduction active, je dirais, à une position de séduction plus sereine et peut-être plus passive. C'est-à-dire que c'est l'autre qui vient vers nous et on a plus de difficulté à aller vers lui. Ok, merci, ça va. Et donc moi j'ai perdu la vue à 23 ans. Donc bon, c'est vrai que c'était quelque chose dont je m'attendais pas, auquel je m'attendais pas, et ça a été très rapide. Et puis bon, ça a été une épreuve de la vie qui m'a plutôt en fait apporté beaucoup de choses, enrichi, en dehors du fait que avec la cécité c'est pas toujours facile tous les jours. Mais ça m'a permis de découvrir aussi toute une autre sensibilité, d'autres manières de ressentir le monde qui vous entoure. C'est sûr qu'une femme aveugle, elle a une séduction très différente dans la mesure où je pense qu'elle attire beaucoup moins les hommes. Moi, je pense que du jour au lendemain où j'ai perdu la vue, je me faisais pas embêter avant, dans le métro, il y avait toujours des types qui m'emmerdaient, qui me suivaient, qui me faisaient qui me collaient ou je ne sais quoi. Et du jour au lendemain, j'étais nettement moins embêtée, hein. Une canne blanche, il n'y a pas de problème, c'est un bon moyen pour pas être emmerdée, hein. Forcément, on écoute peut-être un petit peu plus. Et les gens aiment bien se sentir écoutés, je crois. Et en même temps, regarder aussi. C'est un autre regard, mais je pense que comme en même temps, le regard, il est là, donc la séduction, elle se passe, même si le regard n'est pas exactement en face ou quoi. Il y a quand même un regard qui est vivant, il y a un visage qui exprime quelque chose. Et donc, la séduction, elle se passe avec le sourire, avec la voix, avec tout ça, quoi. La voix te donne, on sait la hauteur, l'âge un tout petit peu, des choses comme ça. Mais après, le physique, c'est vraiment le mystère, quoi. Alors, ce qui fait que quand on en arrive à que la personne vous propose de toucher son visage, c'est souvent quand même déjà dans un rapport plus intime, où il y a déjà une certaine séduction qui est déjà entamée. Et ce qui fait que c'est très surprenant, après, de faire coller un physique avec une voix. Des fois, on imagine quelqu'un qui pas du tout comme il est dans sa morphologie. On ne sait pas s'il a des cheveux ou s'il en a plus. On ne sait pas s'il est gros ou s'il est maigre. Tout un tas de choses comme ça. Et si on se met à se toucher, et puis voilà. Et puis on tombe face à un inconnu, finalement. Je pense que quand on ne voit pas... évidemment, on n'a plus le regard dans la glace et tout ça, mais on n'a plus, justement... moi, le regard dans la glace, il n'était pas tellement facile, le souvenir que j'en ai. Et maintenant, c'est plus une sensation interne, quoi.
Il y a des jours où je me sens belle parce que j'ai un bon moral, bon, j'ai trouvé les vêtements dans lesquels je me sens bien, tout ça. Et je pense que si j'ai je sais pas, ce sourire intérieur, bon, ben, à ce moment-là, les gens le voient à l'extérieur, il y a quelque chose qui rayonne, qui passe. Et moi, je me fie à cette beauté-là. Donc, à cette sensation intérieure. Et puis, bon, évidemment, on se touche, on se regarde avec les mains, on a tout un tas de contacts corporels tous les jours qui fait que on sait très bien aussi comment on évolue. Mais on n'a pas d'image, du tout. Mais alors, pourquoi il ne s'allume pas celui-là? J'aimais beaucoup les voyages, les sorties, jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, quand même, on fait un retour sur soi. Enfin, moi, du moins, c'est ce que j'ai fait. Et je me dis que j'étais prête pour avoir un enfant, je me dis que j'étais prête d'avoir un enfant. J'en rêvais, mais j'y croyais pas, en fait. J'y croyais pas du tout. Et lorsque j'ai attendu Angélique, ça a été le plus beau cadeau de ma vie, mais c'est marrant, pendant toute ma grossesse, j'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est pas possible que je devienne maman, il m'arrivera sûrement quelque chose qui fait que ça marchera pas. J'y ai pas cru. D'entendre aussi les autres dire, oh là là, mais comment tu vas faire et tout. Tu sais, c'est pas facile d'élever un enfant, c'est dur, c'est fragile. Donc je doutais encore plus. Je me disais, peut-être que j'y arriverai pas, peut-être qu'ils ont raison, en fait. Que bon. Ce que j'ai un petit peu mal vécu, qui m'a fait rater un petit peu la petite enfance d'Angélique, c'est que je sentais qu'on me surveillait constamment, en fait. Ils attendaient la moindre... je ne sais pas s'ils attendaient un faux pas ou quelque chose, mais ils surveillaient, ils regardaient si j'allais pas faire une erreur, si je m'en occupais toujours bien, si ça allait... si je me trompais pas dans les médicaments, l'alimentation, enfin tout ça, c'est assez dur. Donc c'est vrai que la toute petite enfance d'Angélique, je l'ai un petit peu mal vécue, en fait. Qu'est-ce que je craignais? Oh, je craignais des choses... C'est vrai que j'y ai pensé, je me disais, c'est vrai que j'ai rien pour moi, je travaille pas, je suis non-voyante, je suis toute seule avec ma fille. C'est vrai que si je faisais une erreur, peut-être qu'on m'enlèverait mon enfance. C'est vrai que j'ai eu peur, c'est une question que je me suis... c'est une crainte que j'ai eue jusqu'à ce qu'Angélique ait 1 an. Angélique est une petite fille belle comme un ange, avec boucles blondes et grands yeux bleus malicieux. Elle est dans l'eau. Alors, elle plonge dans l'eau. Elle plonge dans l'eau. Allez, sur le vent. Allez, petite sirène. Allez. Quand Angélique est née, mon médecin m'a demandé de la prendre au bout du cordon ombilical. C'était très, très, très émouvant. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était ma petite fille. Elle était très particulière. Elle était, je sais pas, on nous a laissé assez de temps pour que je puisse la toucher, la regarder. Hein. Moi, c'est vrai que ça a été ça, contempler ma petite fille. Ça a été vraiment formidable. Et c'est vrai que dès que je l'ai eue dans les bras, on n'aurait pas pu me tromper en me mettant un autre bébé dans les bras et en me disant non, on vous assure, c'est le vôtre. Non, je n'aurais pas pu la confondre avec un autre enfant, non. Au revoir, Angélique. Tu dis à quoi ?
on va faire la ronde tous les deux, tous les trois.